Dans les forêts du Grand Est, le bruissement des feuilles répond au silence froid du béton. Tels des sentinelles, tourelles et casemates semblent encore monter la garde en souvenir d'un temps où elles étaient les yeux et les oreilles de la frontière. Au lendemain de la Grande Guerre, la France meurtrie décide de se barricader. Elle lance un chantier pharaonique, l'édification d'un système de fortification de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, la ligne Maginot. Une ligne tissée de barbelés, de casernes souterraines, de blocs de combat, soudés par une devise « On ne passe pas ». Réputé infranchissable, ce rempart défensif deviendra pourtant le symbole de la défaite de 1940. Aujourd'hui, les vestiges de la ligne Maginot sont les témoins d'une histoire méconnue, à la réputation abîmée, que des passionnés tentent de réhabiliter. C'est un morceau de l'histoire vraiment qui nous tient à cœur parce que ça se passe chez nous. C'est un gros morceau. À l'époque, ça coûtait 3 milliards de francs. C'est un prix colossal. On se demande comment un outil aussi grand a pu être oublié aussi vite, a pu être accusé aussi vite de tous les maux. La ligne Maginot plonge ses racines dans les tranchées, dans une guerre que l'on croyait être la DER des DER. Dans le département de la Meuse, Verdun est une ville au nom foudroyé par les combats. Une blessure que la France n'a jamais réussi à panser. Tout autour de nous, on a un terrain qui est mort il y a plus de 100 ans. Le terrain a été complètement dévasté par les bombardements pendant l'année 1916. On a eu 300 000 morts sur ce champ de bataille, 400 000 blessés, 60 millions d'obus tombés, des villages complètement détruits, des villages qui existaient depuis le Moyen-Âge. Alors ici, à Fleury-de-Vendôme-Aumont, on est dans un village qui comportait 422 habitants avant la Première Guerre mondiale. Et les habitants n'ont pas été tués parce qu'ils ont été évacués au début de la bataille, en février 1916. Mais lorsqu'ils sont revenus, ils n'ont rien reconnu parce qu'il n'y avait même plus de pans de mur. Il faut se rendre compte que le terrain a été broyé. On estime qu'on a eu de l'ordre de 6 à 8 obus qui sont tombés par mètre carré. Donc ça a été vraiment littéralement pulvérisé. On a 9 villages morts pour la France, le champ de bataille de Verdun. Et tout autour de nous, voilà, sous ce linceul végétal, on a cette terre qui est pétrie à tout jamais dans la douleur et dans la destruction. Au sortir du conflit, la nation compte plus d'1 million de morts. Pour ne plus revivre l'horreur des tranchées, le haut commandement militaire songe sans tarder à protéger le pays, et en priorité l'Alsace et la Lorraine, reprises aux Allemands, où se trouvent les bassins industriels. L'idée d'une ligne fortifiée germe et prend pour matrice les forts de Verdun. Ces bastions furent érigés dès les années 1870 par le général Serré de Rivière pour défendre la nouvelle frontière avec l'Allemagne. Un fort Serré de Rivière, c'est quoi? Vous construisez un trou, un gros trou, et vous maçonnez le fort. C'est une fortification à l'air libre, qui est quand même en grande partie masquée, défilée. Et donc ces fortifications-là vont subir l'épreuve des bombardements allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et donc les garnisons vont avoir l'idée, pendant la bataille de Verdun, de se protéger davantage en creusant des galeries souterraines en dessous des forts. Après la bataille de Verdun, on va se rendre compte que l'avenir, ce sera de créer une fortification enterrée et qui puisse remonter à l'aide de puits en surface dans différents blocos ou casemates pour pouvoir concevoir des nouveaux forts. En 1930, le ministre de la Guerre, André Maginot, fait voter une loi en vue de construire un nouveau bouclier, plus résistant et plus moderne que le précédent. Des milliers d'ouvriers rejoignent alors la frontière orientale pour creuser, maçonner, ériger ce qui devient bientôt la Grande Muraille de France. À 15 km de l'Allemagne, le fort du Hackenberg est le plus gros ouvrage du projet. Sous les collines, 10 km de galeries s'étirent à 30 mètres de profondeur, une véritable cité à la pointe de la technologie. La Première Guerre mondiale, on vit effectivement dans des tranchées, dans des conditions d'insalubrité, avec les poux, les reins, etc., et sous la pluie, dans la boue.
Ici, on a un confort, on dit que c'est le 3 étoiles du militaire, hein, parce qu'il y a des chambrées chauffées avec du chauffage central, on n'a jamais vu ça avant. C'est la technologie et l'électricité qui permet d'avoir tout ça ici dans les ouvrages qui sont un peu comme des gros paquebots qui viennent de sortir de l'usine. C'est le dernier cri. Nous sommes en 1939, nous avons quasiment 1 million de soldats en moins qu'en 1913. Et donc ces hommes, il faut les remplacer justement par cette technologie électrique. Là où il fallait 80 hommes pour éplucher 4800 patates le matin pour nourrir ces 1200 hommes, c'est une éplucheuse à patates qui fait le travail. Là où on avait avant des fourneaux à l'ancienne, là on a des cocottes minutes. Ce sont des cuisines dernier cri, donc en inox. Ça va permettre d'économiser du personnel. Et donc les hommes vivent dans des conditions qui sont idéales. Pour éviter de revivre les épidémies qui ont ravagé les tranchées de 14-18, les soldats sont tenus d'avoir une hygiène irréprochable. On ne veut pas qu'il y ait de maladies, et donc on va veiller à ce que les hommes prennent douche pratiquement matin et soir. On a ici les premières douches de l'époque, avec de l'eau chaude au robinet. Les hommes qui viennent de milieux modestes, ouvriers ou paysans, ne connaissent pas ce confort chez eux, hein. Ils sont encore avec la petite cabane au fond du jardin et avec le puits. Ici, c'est la révolution. Le Hackenberg devient la vitrine de la ligne Maginot. Les personnalités phares des pays alliés viennent le visiter, comme le roi d'Angleterre, George VI. Lorsque Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre et attendent. Les soldats se tiennent prêts, à l'affût. Mais pendant 8 mois, rien ne se passe. La bataille se joue ailleurs, dans les médias. Il faut rassurer les Français et dissuader l'ennemi de passer. Ce qui paraît dans les journaux, c'est des dessins un peu de fourmilières où on voit des galeries avec des hommes, des machineries, des pièces d'artillerie. Ce n'est qu'à partir de mars 1940 où l'armée laisse faire un reportage photo par Paris Match au Hackenberg où on voit des photos des hommes dans les casernes, chez le médecin. De leur côté, les Allemands, eux, font une propagande autour de la ligne Siegfried. Ils montrent la puissance de la ligne Siegfried en filmant des soldats qui entrent en force dans les galeries souterraines. Ils ont la volonté de montrer que la France ne doit pas attaquer l'Allemagne sur le flanc ouest. Les Français se pensent à l'abri derrière leur rideau de béton. Mais la ligne Maginot possède un talon d'Achille. Au nord du fort du Hackenberg, la forêt des Ardennes s'étend sur plus de 60 000 hectares. C'est un massif abrupt, dense, que l'état-major pense alors impénétrable. La ligne Maginot forte que l'on trouve en Alsace, Moselle, Meurthe-et-Moselle, etc., a été allégée ici car nous sommes le long de la frontière belge et n'oublions pas que le gouvernement belge avait décrété la neutralité de son pays. Donc le gouvernement français, pour des raisons diplomatiques et autres, n'a pas voulu construire de grosses fortifications le long de la frontière. Les Allemands savent que c'est le maillon faible de la ligne Maginot. Le 10 mai 1940, Hitler passe à l'offensive. Il attaque le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. En réaction, la France envoie ses meilleures troupes dans le nord de la Belgique. Le piège se referme, car au même moment, l'Allemagne envoie ses blindés dans la brèche ardennaise. Ces 3 divisions de blindés comprennent plus de 800 chars. Et donc, ça a créé un embouteillage monde de plus de 250 km. Comment ils vont passer? Ils vont utiliser ces chemins forestiers. Il y a des routes. Ils couperont des arbres, ils disposent de tronçonneuses. Ils vont donc pouvoir égaliser les chemins et faire passer leurs troupes sans aucune gêne. Les Allemands ne vont pas rencontrer une grande résistance. Ici, en frontière sud de la Belgique, on va retrouver donc les chasseurs ardennais, belges, et puis surtout la cavalerie française, mais qui est à cheval. Que faire donc contre 3 divisions de Panzer? L'avancée allemande est foudroyante. C'est la stratégie de la Blitzkrieg, la guerre éclair.
En 2 jours seulement, les blindés viennent à bout du massif des Ardennes. Une fois en France, les fantassins traversent la Meuse sur des bateaux pneumatiques et construisent des ponts pour que les chars puissent rejoindre l'autre rive. Pendant ce temps, l'aviation allemande bombarde sans relâche. La traversée de la Meuse étant réalisée, c'est la percée de Sedan. 1 mois plus tard, les Allemands prendront la ligne Maginot à revers. Hormis quelques ouvrages de ligne Maginot qui auront combattu, les autres seront obligés de se rendre après la signature de l'armistice. Et tous les hommes seront faits prisonniers et envoyés dans les camps en Allemagne. Tombée entre les mains de l'ennemi, la ligne Maginot devient le bouc émissaire de la défaite. Les ouvrages sont peu à peu abandonnés, livrés aux ferrailleurs et au bon vouloir de la forêt. Mais depuis les années 80, des associations s'acharnent à les sauvegarder. À proximité de Thionville, des bénévoles ont redonné vie aux casemates du Huberbusch. On essaye de rendre à tout le site du Huberbusch l'allure qu'il avait en 1940, avec tout ce qui tournait aussi autour des casemates, que ce soit les emplacements de tranchées, les mitrailleuses, les postes d'observation qui étaient autour, et surtout, en plus du béton qu'on trouve sur place, on essaye vraiment de réoccuper les lieux comme ils l'étaient pendant la Seconde Guerre mondiale. On essaye de replonger un peu tous nos visiteurs dans le contexte de l'époque et de faire connaître l'histoire de tous ces soldats méconnus de 1940. Sergent. Une patrouille en avant-poste. Ici, 3 km en avant de la ligne. Très bien, on le temps. Parfait. Pour avoir été baigné très jeune dans le monde de la ligne Maginot, on était toujours intrigués de voir des blocos, des casemates un peu à l'abandon. Et puis on a eu une autre envie, c'est de découvrir la vie des gens qui est à l'intérieur. Ils se sont battus pour nous et quand ils sont rentrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, personne ne les a remerciés. Au contraire, on les accusait presque de lâcheté en leur disant qu'ils avaient servi à rien. En ayant fait d'énormes travaux de recherche auprès de certains services d'archives, on a pu retrouver une grande partie des hommes qui étaient affectés ici, leur nom, leur provenance, et on a pu donc recontacter certaines familles qui ignoraient pratiquement jusqu'au parcours militaire de leurs ancêtres. Pour comprendre la vie des soldats de Maginot, les membres de l'association, français comme allemands, revêtent les uniformes d'époque au cours de reconstitution. Grâce à ces expériences, nous avons beaucoup plus de choses à raconter aux visiteurs. Et nous le racontons mieux avec le cœur, car nous le vivons. Pas la guerre en soi, Dieu merci, mais nous portons tous les 2 uniformes, l'uniforme allemand de la Wehrmacht et l'uniforme français, parce qu'aujourd'hui, nous sommes amis. Et c'est parce que nous sommes amis que nous pouvons traiter ensemble de cet événement et le rendre plus compréhensible pour le visiteur, parce que l'histoire se perd. Et nous devons la maintenir en vie. Nous ne voulons pas jouer à la guerre. Nous voulons raconter l'histoire de manière vivante. Toujours debout, le regard tourné vers la frontière, les ouvrages militaires ne vibrent plus au son des canons, mais sous les souliers des nouvelles générations qui luttent pour que la mémoire émerge des profondeurs des bunkers. Dans les entrailles du village de Sospel, au cœur des montagnes des Alpes-Maritimes, une dizaine de passionnés s'attachent depuis près de 30 ans à redorer l'histoire d'une bataille et des hommes qui l'ont menée. Mets en batterie et après tu enclenches la rotation. Je suis arrivé ici, pas tout à fait par hasard, mais c'est par rapport à l'histoire de mon père qui a fait la bataille de Menton. Et tout jeune, quand j'ai pu commencer à comprendre, il m'a expliqué sa guerre. On fait vivre l'histoire et on est très heureux, lors des visites, de raconter cette histoire-là, qui pour beaucoup de gens est complètement inconnue. Mais complètement. Cet épisode oublié, que Claude et ses camarades veulent réhabiliter, c'est l'autre histoire de la ligne Maginot.
Dès le début des années 20, traumatisée par les combats de la Première Guerre mondiale, la France cherche à tout prix à sécuriser son territoire. Elle imagine un ensemble de fortifications le long de ses frontières censées dissuader les ennemis allemands et italiens d'attaquer. En une dizaine d'années, la ligne Maginot sort de terre. Ce rempart défensif de 1500 km réputé infranchissable s'étend de la mer du Nord à la Méditerranée. Percé par les Allemands lors de l'envahissement de la France en mai 1940, ces forts sont devenus les symboles de la défaite et de l'humiliation. Pourtant, dans le secteur fortifié des Alpes-Maritimes, c'est une autre histoire qui s'est jouée. Celle d'ouvrages défensifs, adaptés au relief, qui ont réussi à tenir Mussolini et ses troupes en respect. Perdu dans les hauteurs des Alpes-Maritimes, Saint-Dalmas de Tende est un village frontière. Français depuis 1947, le hameau appartient encore au début des années 20 à l'Italie fasciste de Benito Mussolini. Le Duce décide d'en faire un symbole et entreprend la construction d'une gare à cette démesure. Un bâtiment de 120 mètres de long sur 15 mètres de large, dont Armand Oliviero connaît tous les secrets. Regardez la forme qu'elle a, la longueur, la largeur, c'est exceptionnel. Ils ont construit cette gare, c'est sous les ordres de Mussolini, parce qu'ils voulaient la grandeur de l'Italie. C'est-à-dire que quand on sortait de ce tunnel-là, on arrivait, on voyait la gare de Saint-Dalmas, qui est énorme, qui est magnifique, hein, et les gens devaient se dire, mais si la gare de Saint-Dalmas, où il y a 600 habitants, elle est grande comme ça, vous pensez à Turin, c'est quoi le palais de Versailles? Dans le coin là-bas, il y avait une buvette, restaurant. Et quand le train arrivait, les voyageurs étaient très contents de descendre vite pour aller boire un coup, ou prendre un sandwich et remonter dans le train qui allait repartir. Et c'était très apprécié des voyageurs. Dès le début de sa construction en 1926, de nombreuses rumeurs commencent à circuler dans la région. Alors vous voyez la villa là-bas, le genre de château, ça c'est la villa Rocca, construite en 1898 par des riches Suisses qui habitaient à Menton et en été ils venaient se reposer ici. Et la légende veut que Mussolini et sa maîtresse venaient dans cette villa, mais c'est une légende. On disait aussi qu'ils venaient là et que par la fenêtre ils pouvaient surveiller l'avancée des travaux de la grande gare qui était ici. Vous pensez si Mussolini va venir pour regarder les travaux? Présent ou non à Saint-Dalmas, Mussolini affiche désormais ses ambitions. Dès 1926, il revendique ouvertement les comtés de Nice et de Menton comme des possessions italiennes. Quelques mois plus tard, l'inauguration de la gare frontière se transforme en une démonstration de force. Alors là, c'est l'inauguration de la gare de Saint-Dalmas de Tende en 1928. Mussolini n'y était pas, hein. Mais ça a été fait en grande pompe avec tous les militaires, les carabiniers, les douaniers, le photographe un peu plus loin, et énormément de personnes. Dans le coin, là, il y a un enfant qui doit avoir 4 ou 5 ans qui fait le salut fasciste, et sa maman qui est certainement derrière aussi. Et là, vous avez le caméraman, les 2 caméramans, il y en a un là, il y en a un là, qui attendent le train qui arrive. Face à la menace mussolinienne, la France arrête une nouvelle stratégie de défense. Plutôt que de s'en remettre uniquement à une armée mobile, elle décide de fortifier ses frontières et d'ériger une muraille inviolable, la ligne Maginot, du nom du ministre de la guerre de l'époque. En septembre 1928, la construction du tout premier fort est officiellement lancée à une 60aine de kilomètres de Nice, dans le petit village de Reims-Place, qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. Vous voyez que c'est le seul piton rocheux qu'il y a dans la vallée de la Tinée, qui domine donc bien les 2 confluents. Vous êtes à un 360 pour surveiller toute invasion. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'avion s'impose comme une nouvelle arme qui bouleverse les tactiques de combat.
Pour se protéger de l'aviation ennemie, le haut commandement militaire entreprend de construire des positions en dur les plus discrètes possibles, des forts enfouis sous terre au maximum. Alors ces couleurs peuvent un peu vous surprendre, mais ce ne sont pas des graffitis, ce sont les couleurs d'origine de camouflage qu'il y avait sur le grand mur d'escarpe et sur les superstructures. Donc le bordeaux qui représenterait les roches rouges de schiste, le vert bien sûr la végétation, le marron et le jaune un petit peu les roches que vous voyez en surplomb du fort. Construit sur 3 niveaux, ce dédale de plus de 4500 mètres carrés s'enfonce dans les profondeurs de la roche, à 30 mètres sous terre. Le fort de Reims-Place est une véritable ville souterraine. Équipé de l'électricité et de l'eau courante et même d'un bloc opératoire, il bénéficie d'une modernité unique pour l'époque. Des technologies qui permettent aux 342 militaires de vivre dans des conditions optimales et de se concentrer uniquement sur les combats à venir. Le soldat était là. Lui, sa mission était donc de surveiller l'accès par les chemins qui arrivaient donc de la frontière. Et on voit que le confort, là, il y est, puisqu'il était donc à l'abri de la pluie, il avait sa petite lampe, il était relié par le téléphone, et on voit que c'est un endroit qui était chauffé, les gaz étaient aspirés, et donc il était dans un relatif confort. Il y a des chambrées qui étaient chauffées. Ils avaient des points d'eau pour se laver. Bon, il n'y a pas de douche, mais il y avait des lavabos. Beaucoup de militaires qui ont été affectés durant la guerre dans cet ouvrage ont découvert justement les ascenseurs ici, puisqu'ils n'en avaient jamais vu. C'était souvent des paysans des alentours. On s'imagine bien qu'ils n'avaient pas l'électricité non plus à la maison. Et donc ici, c'était une révolution. Ce modernisme, c'est un peu aussi la caractéristique Maginot. Véritable prototype de la ligne Maginot, le fort de Reims-Place bénéficie d'une architecture atypique dotée de quelques ornements inédits. Ils avaient un petit peu plus de temps que les autres, puisqu'ils ont démarré avant. Et ça a permis de faire quelques constructions typiques à Reims-Place, puisqu'on a de la pierre à l'intérieur, on a des fers forgés, on a des fausses cloches en fer, des choses que vous ne retrouverez pas dans d'autres Maginot, puisque celui-ci, ça a été celui où ils ont vu combien allait coûter un ouvrage Maginot. Les ambitions ont été revues sûrement un petit peu à la baisse. Pas sur l'armement, non, mais sur certains conforts et certaines esthétiques. Il y a dû y avoir des décisions d'arbitrage qui ont été faites, ça c'est sûr. Mis à part quelques tirs pour éloigner les Italiens de la frontière, le fort de Reims-Place ne sera jamais inquiété par l'ennemi. C'est à 100 km de là, plus près du littoral, que la ligne alpine est finalement entrée en action. Sur les hauteurs de Menton, avec sa vue sans égale sur la baie, le village de Sainte-Agnès a toujours été considéré comme un endroit stratégique. C'est le bout du littoral, la frontière ici sur la gauche, c'est le Pas de la Mort. C'est ce lieu qui est emblématique parce que choisi dans un point difficile à franchir, une sorte de rocaille qui tombe sur la mer. Le site est tout à fait idéal, on pourrait dire, pour surveiller à la fois la dimension montagneuse qui tombe sur la mer et en même temps la dimension maritime. Dès sa construction en 1931, le but du fort de Sainte-Agnès est clair: empêcher l'ennemi d'approcher du littoral. Pour cela, le bastion dispose d'une force de frappe redoutable. Son bloc d'artillerie sud fut la casemate frontale la plus puissamment armée de toute la ligne Maginot. Nous sommes dans le bloc numéro 2. C'est un bloc de défense, un système d'artillerie frontale extrêmement élaboré pour l'époque. Voilà un mortier qui était là pour prévenir d'éventuelles attaques venues de la Méditerranée, venues de l'Italie. Un ensemble techniquement bien élaboré, vraiment pour cette époque-là. Après 9 mois de drôle de guerre, l'Allemagne passe à l'offensive en mai 1940. Une grande partie des soldats français basés dans les Alpes est alors redéployée sur le front nord. Ils sont moins de 200 000 à tenir la frontière italienne face à plus de 400 000 ennemis. Mussolini en profite pour attaquer à son tour.
qu'il va y avoir une surenchère de l'armée italienne avec une ambition un peu folle de Mussolini qui aurait été, sans livrer véritablement de combat, de gérer et d'annexer l'ensemble du sud-est français jusqu'au Rhône. Alors que plus de 200 soldats italiens s'apprêtent à marcher sur Menton, 9 chasseurs alpins postés à la frontière font de la résistance grâce au soutien du fort de Sainte-Agnès. Pendant plusieurs jours, il y a eu une forme de résistance. Et puis au final, l'armée italienne, qui n'avait pas forcément les meilleurs soldats, les meilleures armes, a réussi à pénétrer sur le territoire mentonnais et à annexer la ville de Menton pendant quelques temps. On a souvent considéré que la ligne Maginot était une ligne qui n'avait pas servi, qui n'avait pas eu d'utilité particulière. Finalement, ce fort en particulier, tout nettement, a eu une importance, puisqu'il y a eu donc des combats, il y a eu une mobilisation, il y a eu des soldats qui se sont battus, qui ont défendu les positions. Et donc, à ce titre-là, il a été utile. Après la capitulation de la France en juin 1940, les forts de la ligne alpine passent successivement aux mains des Italiens puis des Allemands qui s'en servent pour repousser les Alliés lors du débarquement de Provence. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la ligne n'est plus qu'un rempart obsolète à la réputation abîmée. Elle reste en éveil dans le contexte tendu de la guerre froide avant de s'endormir définitivement au début des années 90. Aujourd'hui, ces ouvrages sont devenus des lieux de mémoire. Au fort de Laguaisin à Sospel, des bénévoles réhabilitent un à un tous les mécanismes d'origine. Il y a 30 ans à peu près, quand l'armée a laissé le fort, c'est l'association qui l'a repris, c'est pour ça qu'il est en bon état, qu'il n'a pas été vandalisé. C'est une équipe formidable qui est très sympathique. On travaille bien, mais on s'amuse bien aussi. Ça remet en état un patrimoine, c'est important quand même. Vous vous rendez compte le travail que c'est ? C'est magnifique et c'est dommage de laisser perdre un patrimoine pareil. On ne peut pas, c'est pas possible. Et pour assurer la pérennité du fort et de son histoire, l'association compte sur ses plus jeunes membres. La transmission est importante, oui. Oui, la transmission est importante. Mais ça servait à quoi? C'était des bouches d'aération? Non, c'est des bouches d'aération, absolument. On ne leur présente pas le côté violent de la guerre. On leur dit, voilà, ça c'est en place, ça existe, ça servit à ça. C'est pour ça que ça a été construit. Justement, une si petite cloche, ça serait un peu bizarre. Ouais. Et puis après, ils se font leur idée, mais au moins ils auront cette culture.